Notre deuxième intervenant est Paul Gallagher, qui a écrit sur l'économie et les politiques financières depuis des années et qui actuellement fait partie de la rédaction économique de l'Executive Intelligence Review. Son sujet, c'est le changement de régime des banques centrales. Paul. Donc, le changement de régime des banques centrales en 2019 est la grande réinitialisation. Donc, je vais commencer par un principe de base qui sous-tend ce que nous présentons dans ce panel. Donc, Lyndon LaRouche a enseigné et grandement fait progresser le système américain d'économie, qui a commencé avec la déclaration audacieuse d'Alexander Hamilton, selon laquelle la source de la valeur économique est l'invention humaine, la créativité unique de l'esprit humain individuel. Dans son rapport au Congrès sur les manufactures en 1790, le secrétaire au Trésor Hamilton a énoncé et réfuté la doctrine d'Adam Smith, selon laquelle la source de la richesse est le commerce. Puis il a décrit l'invention humaine qui doit être protégée et encouragée par le gouvernement comme la source du progrès et la richesse. La créativité humaine entre dans l'économie le plus souvent par l'ingénierie de nouvelles plateformes d'infrastructure. C'est là que la plupart des véritables avancées technologiques sont appliquées pour la première fois et se manifestent sous la forme de nouveaux types de biens d'équipement. Donc LaRouche a souvent expliqué cela, donc sous la présidence de Franklin Roosevelt et la période suivante qui a suivi Roosevelt jusqu'à la présidence de John Kennedy qui ont démontré tout ceci. Un excellent exemple est celui des progrès rapides de la science et de la technologie dans le cadre des missions d'exploration de l'espace, ce qui implique le développement de nouvelles infrastructures, des infrastructures de transport pour les voyages dans l'espace et des infrastructures de communication dans l'espace, des infrastructures de navigation dans et depuis l'espace, des infrastructures énergétiques pour l'exploration de la colonisation de l'espace, etc. Donc, il est donc important de comprendre que l'économie mondiale a connu un changement fondamental et pour le pire en 1971 et qu'il est à l'origine de la crise économique et financière actuelle qui s'est aggravée depuis le krach financier mondial de 2008. Donc jusqu'en 1971, le système monétaire de Bretton Woods a créé une demande constante dans les économies américaines et européennes pour des investissements dans les biens d'équipement, des nouvelles infrastructures, une main-d'œuvre qualifiée et une production agricole familiale. Après la décision fatale de Nixon en 1971 de séparer le dollar américain de la réserve d'or de Bretton Woods, le système de monnaie flottante qui l'a remplacé a surtout encouragé et stimulé la spéculation et l'investissement dans la spéculation. Donc, au cours du demi-siècle qui s'est écoulé depuis, la demande de nouvelles infrastructures et de nouveaux biens d'équipement a progressivement disparu. Et ça a cédé la place à une demande de production moins chère et à une plus grande échelle de produits existants. Donc la production bon marché à exporter dans les pays en développement a complètement mis de côté l'intention de Roosevelt. La période de pression hyper-inflationniste que nous vivons actuellement a été créée non pas par la pandémie et la soi-disant reprise, mais par les décisions et les actions des principales banques centrales dans le cadre de ce qu'elles ont commencé à appeler des changements de régime à l'automne 2019. Donc voici une diapositive. Vous voyez l'infâme inflation en Allemagne de 22-23, connue sous le nom de l'hyperinflation de Weimar. Voici le Reichsmark par rapport à l'or, qui grimpe à 1000 milliards de dollars l'once. Donc la richesse des ménages, les revenus des travailleurs ont été anéantis. Et la Banque centrale allemande a fait ça délibérément en imprimant de l'argent pour essayer de créer de l'hyperinflation et d'hyperinflater les dettes de guerre et les paiements de réparation de l'Allemagne. Donc vous voyez, à la toute fin de 1923, un homme nommé Hjalmar Schacht a pris le contrôle de la Banque centrale, la Reichsbank, et Schacht a utilisé un grand emprunt international organisé par la maison Morgan pour éliminer la pression des paiements étrangers. Donc il a utilisé l'introduction d'une nouvelle monnaie que Schacht a rendue extrêmement rare pour tuer soudainement l'inflation. Et comme vous le voyez, environ 4 nouveaux marques appelées Rentenmark pour $1 et pour les 10 prochaines années. C'était la nouvelle devise. Donc Schacht et le gouvernement ont utilisé l'extrême pénurie de monnaie
pour imposer une austérité économique brutale et rejetant toutes les propositions visant à ajouter une quelconque crédit productif à l'économie. Donc, il suffit de rappeler que le taux de chômage en Allemagne était de 12% avant l'effondrement de 1929. L'hyperinflation est donc bel et bien transitoire. Comme l'affirment nos banquiers centraux actuels, ils peuvent finir par y mettre fin brusquement avec son opposé, une déflation, avec des résultats meurtriers. Mais l'Allemagne était alors un cas particulier. Le cas général aux États-Unis et dans la plupart des pays d'Europe a été l'abandon de la réglementation des banques commerciales en vigueur avant la Première Guerre mondiale. Les grandes banques commerciales ont été autorisées à racheter des banques d'investissement et à former des trusts de spéculation boursière, et des sociétés holding bancaires ont été autorisées à posséder des banques d'investissement, ainsi que ce que nous appelons aujourd'hui des banques fantômes, des shadow banking de toutes sortes. Elles sont devenues ce que l'on appelle des banques universelles, offrant une banque à guichet unique. Mais ce terme était utilisé par Wall Street dans les années 20, ainsi qu'aujourd'hui d'ailleurs. Donc aux États-Unis en particulier, les grandes banques de Wall Street et de Chicago ont formé des partenariats spéculatifs avec des banques plus petites dans tous les pays, leur vendant des titres que ces banques de petite moyenne taille revendaient à leur tour à leurs clients. Aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en France, en Autriche, les grandes banques universelles se sont gavées de dépôts, mais ont réduit considérablement leurs prêts, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ces banques ont provoqué des cracks boursiers et les faillites bancaires de 29 et 33. Ces banques, le processus est décrit en détail dans un livre publié l'année dernière par le professeur Arthur Wilmart de l'université George Washington, intitulé Taming the Megabanks. Why we need a new Glass-Steagall. Pourquoi avons-nous besoin d'un nouveau Glass-Steagall Act? Donc voici la solution. Aux États-Unis, les banques commerciales ont été réorganisées et leurs titres spéculatifs ont été éliminés et radiés lors du Bank Holiday de Roosevelt en 1933. Cette réorganisation a été rendue permanente par la loi Glass-Steagall 3 mois plus tard. Donc cette radiation signifiait que de nouveaux crédits étaient nécessaires à grande échelle. Donc Roosevelt a déclaré, voilà la diapo, lors d'une conférence de presse en avril 1933, je cite, « Vous voyez, à la fermeture des banques, nous avons mis de côté environ 4 milliards de dollars. Ils étaient probablement bloqués, c'est-à-dire sans valeur auparavant, mais les gens ne le savaient pas. Maintenant, ils sont sous clé et les gens le savent. C'est déflationniste. » Donc il savait donc, Roosevelt, dès l'éviction de ces banques universelles, qu'il fallait immédiatement créer la Tennessee Valley Authority et les grands projets d'infrastructure, ainsi que la reconstruction, la compagnie de finances de reconstruction, une sorte de banque nationale pour le crédit productif immédiatement après le Glass-Steagall, partie essentielle du Glass-Steagall. C'était la vraie solution à l'époque. Donc voici Lyndon LaRouche maintenant, en 2010, après le crash qu'il avait essayé d'empêcher en promouvant la restauration du Glass-Steagall Act au Congrès. Je cite, « Et si nous faisons cela aux États-Unis, si nous mettons en place une réforme Glass-Steagall Act, cela effacera des milliers de milliards de dollars de papier sans valeur. Mais en éliminant des milliers de milliards de dollars de papier sans valeur et en mettant fin à l'autorité de certains types de banques, des banques spéculatives, nous pourrons sauver l'économie américaine, du moins aux États-Unis. Ensuite, nous devons créer un nouveau système de crédit. Et en créant un nouveau système de crédit, nous devons passer à un système de taux de change fixe entre les nations qui participent à la réforme. En passant à un tel système de taux de change fixe, nous pouvons maintenir des coûts d'emprunt de base dans les prêts réguliers de 1,5% ou quelque chose comme dans cet ordre à un taux de base. Nous pouvons alors et devons adopter une perspective de reconstruction de l'économie mondiale sur 2 générations, environ 50 ans. Au début, parce que nous avons détruit tant d'industries et tant d'agriculture, nous aurons tendance à mettre l'accent sur les programmes d'infrastructure. Donc, parce que nous avons détruit tant d'industries et tant d'agriculture, nous aurons tendance à mettre l'accent sur les programmes d'infrastructure. Mais comme les transports de masse, par exemple,
des chemins de fer, des systèmes de sustentation magnétique, l'amélioration du système d'eau ainsi que les transports de masse. Et aussi l'accent mis sur l'énergie nucléaire comme source d'énergie, l'amélioration des systèmes municipaux, etc. L'amélioration de l'infrastructure économique de base créera une demande de production dans l'industrie. C'est le début de la solution. Maintenant, les banques universelles qui avaient provoqué le crash de 1929-33, interdites par la loi Glass-Steagall pendant un demi-siècle aux États-Unis et dans une grande partie de l'Europe, sont revenues en force à partir de la fin des années 80. Après le Big Bang de la déréglementation bancaire de 86 à Londres, les régulateurs ont autorisé la banque universelle partout. Aujourd'hui, elle n'est interdite qu'en Chine. Le crash financier de 2007-2008, comme tout le monde le sait, était basé sur cette bulle créée par les banques universelles de Wall Street et de Londres. Vous la voyez dans la diapo. Les ménages ne pouvaient pas faire face à la flambée des dépenses immobilières. Alors, ils ont emprunté pour pensant faire de l'argent. Et bien sûr, cette dette de 10 000 milliards de dollars en 2008, soit le double de ce qu'elle était 5 ans plus tôt, n'était qu'une petite partie de la bulle de la dette mondiale qui s'est effondrée. À cela s'ajoutaient 10 000 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires et peut-être 100 000 milliards de dollars d'autres paris sur des produits dérivés. Donc cette fois, la solution Glass-Steagall de Larouche aurait dû être mise en place. Elle a été rejetée. Au lieu de cela, les banques centrales ont commencé à imprimer massivement de l'argent de manière coordonnée afin de maintenir la liquidité de ces banques universelles au fur et à mesure que leurs paris devenaient mauvais. Et ça nous a amené à un prochain crash. Donc, regardez. Vous avez 13 000 milliards de dollars émis entre 2008 et 2018. Donc, vous avez 2 décennies là qui sont combinées sur ces 2 grandes barres. Donc, la dette américaine a doublé depuis 2010. Et vous avez notamment des centaines de milliards dans dérivés et des swaps. Donc, voici les actifs des 4 plus grandes banques universelles de Wall Street, selon leurs déclarations comptables. Elles ont connu une forte expansion après le crack de 2008 qu'elles ont provoqué. Puis une croissance plus lente, mais continue, jusqu'à atteindre une taille monstrueuse, tout en étant alimentée par la planche à billets. Et puis, il y a les immenses sociétés de gestion d'actifs de Wall Street, BlackRock, Incorporation et Vanguard, sur lesquelles comptent le prince Charles et les oligarques de la grande réinitialisation pour forcer des milliers d'entreprises à abandonner les combustibles fossiles et le processus industriel carboné au profit de parcs éoliens et de fermes solaires. Donc BlackRock est ce qu'on appelle le géant qui émerge du crack. Aujourd'hui, il vaut 9 000 milliards, BlackRock. Et ça a augmenté, en 10 ans, ça a augmenté presque géométriquement. Donc tout cela n'est que le prélude à ce qui a commencé à l'automne 2019, ce que les banquiers centraux eux-mêmes ont appelé le changement de régime et qui est sur le point d'exploser aujourd'hui. Revenons à Hjalmar Schacht, le banquier central allemand des années 20. Après 29, M. Schacht a pris quelques années de congé pour collecter des fonds pour Hitler auprès de ses amis banquiers industriels en Allemagne et à Londres et pour faire campagne pour les nazis lors des élections de 1932 et du début de 1933. Donc, il a trouvé le temps de participer à la fondation de la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse, la soi-disant banque centrale des banques centrales. Donc, il est très apprécié par le directeur de la Banque d'Angleterre à l'époque, Montagu Norman, et devient le favori de l'économiste britannique John Maynard Keynes. Donc, on parle de Hjalmar Schacht. Donc, en 1933, Hjalmar Schacht revient à la charge en tant que chef de la Reichsbank et ministre de l'économie d'Hitler.
avec beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en avait en 10 ans auparavant. À l'époque, le déflationniste M. Schacht avait rendu la monnaie très rare. Désormais, il imprimait de la monnaie comme aucun banquier central ne l'avait jamais fait auparavant. On appelait ça les billets méfaux qu'il a imprimés, était son idée, pas celle de Hitler ou de Göring. Il a demandé à un cercle des plus grandes banques et des plus grands producteurs d'armes industrielles de former une société fictive, d'émettre massivement leur propre reconnaissance de dette, et sa Reichsbank les a rachetés avec de la nouvelle monnaie. Donc par ce plan, il a pris les pouvoirs fiscaux du gouvernement nazi, rendant la banque centrale dominante dans ce qui était censé être les dépenses gouvernementales. C'était un changement de régime de la banque centrale. Plus important encore était son objectif, un énorme changement de l'activité économique dans son ensemble. En 2 ans seulement, de 1933 à 1935, Schacht a fait passer la production d'armes de 2% à 20% du PIB allemand. D'autres industries, par exemple la production de textiles, de vêtements, des outils agricoles, la construction de logements, ont été totalement étranglées. Et c'est dans ce cadre de ce changement de régime qu'est né le système des camps de travail, qui s'est progressivement transformé en l'horreur du XXe siècle. Voilà le modèle. Donc, Larouche en avait fait un énorme sujet au début des années 70 lorsque le système de Bretton Woods de Roosevelt a été détruit, avertissant ce qui en résulterait et qui serait un fascisme schachtien. En août 2019, les banquiers centraux se sont réunis lors de la conférence annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming, et ils ont discuté d'une proposition faite par d'anciens dirigeants de banques centrales de 4 pays, aujourd'hui tous cadres chez BlackRock, la plus grande société financière du monde. Ils l'ont appelé « changement de régime ». Il est temps, ont-ils dit, que les banques centrales reprennent le contrôle des pouvoirs de dépenses des gouvernements. Donc la conférence a également abordé une présentation du directeur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, le monsieur zéro carbone des banquiers centraux, et qui a déclaré que les banques centrales devaient créer une monnaie de réserve mondiale synthétique pour remplacer le dollar américain. La raison de ces 2 propositions, les banques centrales doivent enfin réussir leur mission impossible de 10 ans après le krach de 2008 pour déclencher l'inflation. Elles doivent créer d'énormes quantités de demandes de consommation en imprimant de l'argent et en le distribuant directement par hélicoptère. La vérité, bien sûr, est que les gouvernements doivent créer une demande de biens d'équipement, de nouvelles technologies et d'emplois productifs, à la manière décrite par Lyndon LaRouche, en émettant des crédits pour des nouveaux et grands projets d'infrastructure. Ça, c'est la solution. Mais de tels investissements avaient été abandonnés 50 ans plus tôt lorsque le système de Bretton Woods s'est effondré. Au lieu de cela, les banques centrales se sont arrangées une vaste demande de biens et de services de la part de consommateurs en imprimant elles-mêmes de la monnaie. Et en fait, tout volume oui. Et de cette manière, les actifs financiers pouvaient croître énormément grâce à cette consommation accrue. Donc, oui, voici donc l'ampleur de l'accélération de 2019 de l'impression de monnaie. Donc, je vous ai montré les graphiques jusqu'à présent qui se terminaient en 2018-2019. Puis est arrivé le changement spectaculaire dans le cadre de la politique de changement de régime des banques centrales. Donc, bon, voilà. Donc, regardez. Donc, voici. Alors. Donc, ici, vous avez notamment l'accumulation de dollars en trillions de dollars, en milliers de milliards, du quantitative easing. Donc, regardez les effets sur les plus grandes banques. Ça, c'est JP Morgan Chase.
Regardez l'augmentation de sa taille, juste entre le quatrième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020. Une augmentation d'environ 250 milliards de dollars des dépôts et une augmentation d'environ 450 milliards de dollars des actifs. Donc cela a poursuivi. Mais les actifs de JP Morgan ont désormais explosé de 30% en un an. Mais regardez aussi les prêts et les locations immobilières. Aucun changement. Aucun. Donc, il n'y a pas de changement du premier trimestre de 2019 au premier trimestre de 2020. Et d'ailleurs, tout comme dans les années 20, avec des mégabanques devenant monstrueusement plus grandes en termes de dépôts et d'actifs, mais en ne prêtant rien. Donc, les banques centrales ont créé d'énormes banques universelles, des zombies, qui ne peuvent essentiellement pas faire faillite, mais parce que les banques centrales ne les laisseront pas faire faillite, et quelle que soit la quantité de leurs actifs qui s'envolent. Et ça doit être arrêté. La réforme Glass-Steagall, telle que le Roosevelt et LaRouche l'ont comprise, est l'arme pour arrêter ça. Et voici les actifs de la Réserve fédérale elle-même. Donc après tout, il s'agit d'une banque qui crée ses propres nouveaux actifs comme en imprimant de l'argent. Cette diapositive, bien crescente, ne peut pas suivre. Le livre d'actifs de la Fed dépasse 8 000 milliards de dollars au début de ce mois. Il est donc 10 fois plus important que celui de 2008. 10 fois plus important. Et encore une fois, regardez le changement et l'accélération soudaine à la fin de 2019. C'est le début du changement de régime. Donc l'objectif de ce changement de régime est devenu plus clair depuis l'automne 2019, notamment avec le nouveau rôle d'ambassadeur du changement climatique de l'ONU, c'est Mark Carney, alors qu'il émet toujours plus d'ordres de banquiers centraux dans ses discours publics. Il dit « Les entreprises doivent passer au zéro carbone ou mourir. Les investissements dans les combustibles fossiles doivent cesser. Les pays en développement doivent accepter des crédits carbone comme paiement pour arrêter leur propre développement. Les banques et les grands gestionnaires de fonds doivent appliquer le changement total d'investissement. » Donc, à l'instar de Hjalmar Schacht, les banques centrales utilisent leur pouvoir d'impression d'argent et de régulation de l'argent, ainsi que les plus grandes banques universelles transatlantiques, pour provoquer un changement radical de l'activité économique. Et donc, leur grand virage se fait vers ce qu'elles entendent être une bulle de la finance verte de 30 à 40 000 milliards de dollars qui leur permettra de surmonter l'effondrement de la dette mondiale, la soi-disant grande réinitialisation. Et ça, il faut l'arrêter. Est-ce comme l'hyperinflation de Weimar ou le bord d'un effondrement déflationniste? Les banques centrales ont créé les deux. Et ce qui est essentiel, c'est que ça doit être stoppé immédiatement. Le démantèlement de Glass-Steagall, de ces banques, par Glass-Steagall de ces banques, dans chaque nation, et la nationalisation des banques centrales pour créer des institutions de crédit national pour la productivité et l'emploi productif est le moyen d'y parvenir. Voilà, je conclurai par ça. Merci à vous. Merci, Paul.